Bonjour et rebonjour à ceux qui se sont connectés entre-temps. On va commencer le webinar. Donc, on a prévu un petit programme en ce début d'après-midi avec des partenaires que sont Adonis et Wattsense qui vont se présenter pour parler de sobriété énergétique, mais sous l'angle du confort des occupants et comment finalement on peut adresser cette problématique en se concentrant sur le confort des occupants, qui aura du coup un impact sur la baisse des consommations énergétiques. Euh, Certaines personnes vont encore se connecter, mais rattraperont évidemment la présentation. Je vais laisser Adonis et Watson se présenter. Bonjour à tous, je me présente Elsa Bernard-Moulin, je suis en charge du marketing de l'offre de produits et de services chez Adonis. Et pour ma part, donc Antoine à la vente chez Wattsense. Moi-même, Maxime Pertu, cofondateur de Citron, je serai amené à vous présenter du coup les nouvelles technologies de Citron et les nouveaux produits qui vont être présentés et commercialisés prochainement. On a prévu un petit programme qui s'articule autour de la sobriété énergétique. Dans un premier temps, on va parler de quatre paramètres qui nous paraissent essentiels pour réussir un projet de déploiement dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Et on le verra plus largement dans le cadre du décret tertiaire et du décret BAX, puisque c'est évidemment tout est lié aujourd'hui sur nos marchés. On rappellera quand même quelques enseignements, parce qu'on a la chance d'avoir du coup maintenant un retour d'expérience sur la sobriété énergétique V1, qui est un retour d'expérience de la première saison de chauffe, et de voir justement quels sont les bons enseignements qu'on peut en tirer. Denise présentera leur vision sur les objets connectés qui permettent justement un bon suivi dans le cadre de la sobriété énergétique au regard du confort des occupants. On parlera évidemment de l'infrastructure à déployer, quelles sont les préconisations d'un acteur comme Wattsense en matière de centralisation de l'information des objets connectés. Et de notre côté, Citron, on parlera des indicateurs qu'on aime suivre lorsqu'on fait de l'energy management internalisé ou externalisé auprès de nos clients au regard du confort des occupants et comment on peut traiter la donnée des objets connectés. Et rapidement également, comme ce sont des projets assez longs à mettre en œuvre, on évoquera du coup les différentes étapes d'un projet de déploiement pour que vous puissiez vous projeter et avoir des bonnes pratiques ou des retours d'expérience sur ce qui peut se faire par ailleurs et qu'on puisse échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas au cours de cette intervention de poser vos questions. On y reviendra évidemment à la fin de séance et on tâchera de répondre le plus efficacement à l'intégralité de vos questions. Aujourd'hui, avant de démarrer, le but du jeu pour nous, c'est de vous partager, alors évidemment, des convictions et une vision, mais de vous présenter pour nous ce qu'est un projet réussi en matière de sobriété énergétique connectée, c'est-à-dire collecter de l'information plus fine pour pouvoir piloter son patrimoine immobilier et travailler avec les parties prenantes, à savoir les exploitants, les bureaux d'études, les AMO et les responsables énergie qui peuvent être présents au sein de l'intégralité de vos structures. Donc, la première clé de succès, c'est de planifier la digitalisation de son patrimoine immobilier. Ça prend du temps, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Il ne faut pas être boulimique de la donnée. Donc, il faut d'abord définir ce qu'on souhaite mesurer et ensuite on définit comment on déploie une solution connectée sur le terrain pour répondre à ces problématiques. Le second enjeu qu'on tâchera d'aborder lors de seconde clé de succès auquel on tâchera de répondre lors de cette séance, c'est qu'un déploiement du coup se confie à des parties prenantes qui sont compétentes dans le domaine et que les exploitants aujourd'hui ont énormément de compétences et sont montés en compétences sur ces thématiques. Et aujourd'hui, ils sont parfaitement capables d'accompagner toutes les maîtrises d'ouvrage dans le déploiement de solutions connectées. On parlera également du mode projet qui est important parce que la data avec des objets connectés, du coup, est conséquente. Même si les logiciels, l'IA, l'automatisation peut permettre un traitement de la donnée beaucoup plus rapide et plus facile, il est nécessaire de ne pas oublier le mode projet, les hommes et les femmes qui vont travailler sur la donnée pour pouvoir justement analyser les dérives et préconiser des actions d'amélioration à mettre en place avec l'intégralité des parties prenantes. Et enfin, pour être sûr d'avoir réussi un projet de sobriété connectée, il ne faut pas oublier de décomposer le projet en objectifs et sous-objectifs qui vous permettent de dire ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, et du coup d'avoir un plan d'amélioration digitale, parce que
l'état 0, l'état 1 n'existe pas dans le déploiement d'objets connectés. C'est de l'amélioration continue. Et il y a toujours des étapes qui apparaissent après un premier déploiement d'objets connectés. Et il est important, du coup, pour vous, de définir des étapes de succès, en tout cas des étapes intermédiaires de succès. Donc voilà pour nous les 4 grands enseignements qu'on souhaite parcourir avec vous aujourd'hui. Et avant de démarrer les témoignages et les retours, les partages d'expériences d'Adonis et de WhatSense, on souhaitait quand même faire un petit retour sur les communications très récentes de l'État à travers la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui, dans un écrit dont le lien figure en pied de page, hein, a un petit laïus qui est assez intéressant. Le premier, c'est d'évoquer le fait que toutes les parties prenantes en France ont pris des actions en matière de sobriété énergétique. C'est un sujet qui a été largement écouté, largement mis en place. Et aujourd'hui, on constate, en tout cas à la maille nationale, une baisse des consommations de l'ordre de 10%. Donc, c'est extrêmement important. On sait que dans ce webinaire, il y a beaucoup d'exploitants et beaucoup de sachants en matière d'énergie. Ces 10% sont également atteints par l'aide, malheureusement, de l'augmentation des températures moyennes. Néanmoins, les résultats sont là, indépendamment de la hausse de ce qu'on appelle les DGU chauds en période hivernale. Il y a quand même, enfin, de la baisse des DGU chauds, on a quand même des résultats pertinents chez beaucoup de clients qui ont écrit un plan de sobriété énergétique et qui s'y sont tenus. L'autre élément important à ne pas oublier, et c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est à quel point la sobriété énergétique, c'est une première étape, mais c'est un marathon, c'est quelque chose qui se suit dans le temps, qui s'accompagne. Et c'est en ce sens que les objets connectés ou la donnée en temps réel est un bon moyen pour pouvoir suivre un plan de sobriété énergétique, notamment par rapport aux objectifs du décret tertiaire et qui embrasse évidemment le décret Bax. Pour aller un peu plus loin, la ville de Grenoble, qui est certainement suivie par un de nos confrères, a également témoigné sur les résultats de son plan de sobriété énergétique qui sont largement au-dessus de ce qu'a témoigné Agnès Pannier-Runacher sur ce document. Et donc, pareillement, on a mis, pour ceux que ça intéresse, on sait qu'il y a beaucoup de collectivités qui se sont connectées à ce webinaire. Vous avez également le lien vers le témoignage et les bonnes pratiques qui ont été pratiquées par cette ville. Voilà, on tenait à souligner ce communiqué de presse qui est sorti tout récemment, il y a quelques jours. Donc, voilà, c'est de la donnée qui est très récente, très fraîche et qui permet d'apporter de l'eau au moulin à tout le monde. Donc finalement, ce plan de sobriété énergétique V1, quelque part, c'est une démarche incitative très forte et unique. On a tous été sensibles par rapport aux tensions géopolitiques. On a tous été sensibles évidemment à la hausse des factures d'énergie. Et donc, on a tous bien agi en ce sens pour aider, on va dire, la collectivité au sens large du mot, pour baisser les consommations et l'impact environnemental. Un des enseignements aussi, c'est que c'est une démarche qui est très rentable, de par la hausse évidemment de la facture d'énergie. L'intégralité des déploiements de solutions d'objets connectés voit leur ROI amélioré et permettent justement à chacun d'accélérer sur la mise en place d'actions d'économie d'énergie. Donc justement, comment on va s'inscrire dans cette démarche de plan de sobriété? Le premier, c'est que les objets connectés permettent d'épouser le mot marathon qui figure dans cette citation, puisqu'on apporte des solutions connectées, digitales, en temps réel, qui permettent d'avoir ce suivi de données, qu'elles soient énergétiques ou les données endogènes au sein d'un bâtiment. Et c'est évidemment ça qui est intéressant dans le cas du plan de sobriété. À côté de ça, il ne faut pas oublier qu'un plan de sobriété énergétique, il faut le faire, il faut le mener avec les équipes qui sont sur le terrain. Donc, les équipes qui sont sur le terrain, les premiers concernés, ce sont les exploitants. Ce sont également vos collègues en interne qui travaillent sur les bâtiments. Et ensuite, ce sont tous les prestataires externes, AMO, bureaux d'études ou solutions digitales que vous venez solliciter pour venir justement mettre en place ce plan de sobriété. 2 retours d'expérience qui seront étoffés par la suite. Le premier, c'est que déployer des objets connectés en quantité, donc c'est-à-dire avec une quantité d'objets suffisante pour avoir de la donnée consistante, sans pour autant passer dans l'extrême d'avoir trop de données. Globalement, c'est de 7 à 15% de la facture énergétique annuelle fournie, posée. Ce qu'on constate aussi, c'est que gérer cette data avec des prestations externalisées, logiciels et énergie management externalisé, c'est de 1 à 2% de la facture énergétique annuelle. Donc, on est sur des solutions numériques qui, sommées, ont globalement des ROI inférieurs à 2 ans.
Donc, c'est ça qu'il faut quand même prendre, enfin, faut prendre la mesure de ces nouvelles informations. Donc, on est vraiment sur des solutions qui répondent au plan de sobriété énergétique, qui deviennent des solutions du décret tertiaire et qui permettent d'avoir un ROI rapide. Et c'est ce qu'on va tâcher aujourd'hui de mettre en lumière et d'échanger avec vous autour des retours et des témoignages d'Adonis et de WhatsApp. Donc, je vais laisser la parole à Elsa qui va présenter évidemment la société Adonis et sa vision de ce que doivent être les objets connectés dans le bâtiment dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Merci pour l'introduction. Chez Adonis, la thématique de ce webinaire, elle nous tient vraiment à cœur puisqu'on travaille sur le sujet depuis plus de 5 ans maintenant. Adonis, c'est une PME française basée à côté de Grenoble, créée dans les années 2000, en 2000. Et nous nous spécialisons dans les solutions IoT pour le bâtiment intelligent. Notre cœur de métier, c'est l'élaboration de capteurs connectés via les protocoles LoRa, bien sûr, mais aussi Sigfox, WMBus et cellulaire. On a dans notre catalogue une trentaine de références de capteurs. Et en parallèle, nous proposons à nos clients tout un ensemble de services tels que des applications pour configurer les capteurs, les décoder, pour suivre les données et les capteurs. On propose aussi des études de couverture réseau ou encore des formations à l'IoT et tout ça avec pour objectif vraiment d'accompagner nos clients et faciliter le déploiement de tous leurs projets de digitalisation par l'IoT. Si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc si on en revient maintenant au cœur du sujet de ce webinaire, donc à savoir comment mettre la sobriété au service du confort des occupants. Depuis plusieurs mois déjà, on le sait tous, la diminution des consommations d'énergie est vraiment au cœur des préoccupations, que cela soit en raison de la hausse des prix de l'énergie, de la crise climatique, des obligations réglementaires ou tout simplement d'une volonté de consommer mieux. Et en ce qui concerne spécifiquement les bâtiments tertiaires, le plan de sobriété énergétique créé par le gouvernement français, dont on vient de parler rapidement dans l'introduction, demande aux propriétaires et aux exploitants de suivre des directives strictes pour réduire au mieux la consommation énergétique des bâtiments tout en s'assurant de maintenir le confort et la sécurité des occupants. Avec des mesures qu'on peut citer, des mesures clés comme ne pas dépasser une température ambiante de 19 degrés dans les bureaux, décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe dans les bâtiments, éteindre l'éclairage intérieur des bâtiments dès qu'ils sont inoccupés, ou encore réduire la consommation d'eau chaude dans les bureaux en dehors des usages indispensables. Donc, les bâtiments tertiaires et résidentiels sont vraiment la principale source de dépenses énergétiques en France. Et d'ailleurs, selon les chiffres fournis par le ministère de la Transition écologique, le secteur du bâtiment, donc résidentiel plus tertiaire, il représente à lui seul 44% de la consommation énergétique annuelle en France et 20% de nos émissions de CO2. Donc en gros, quel que soit le type de bâtiment que vous ayez à gérer, vous êtes forcément confronté à des problématiques d'optimisation de son usage, tout en garantissant la satisfaction et le confort des occupants. Et c'est sûrement d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes si nombreux à participer à ce webinaire aujourd'hui. Si tu peux passer au slide d'après. Donc, pour vous aider à mettre en place des pratiques de sobriété énergétique au service du confort des occupants, vous avez 3 leviers principaux à votre disposition. Le premier, c'est sensibiliser les usagers en les informant sur leur consommation d'énergie, sur la performance énergétique des locaux qu'ils occupent et en favorisant tous les comportements éco-citoyens. Le deuxième levier, c'est la régulation et le pilotage fin de toutes les installations. Et cela va vous permettre de réduire les consommations énergétiques de l'ordre de 20% en moyenne. Et le troisième levier pour réduire les consommations, c'est bien évidemment de procéder à des travaux de rénovation du bâtiment. C'est généralement le premier levier auquel on pense. Et on parle ici de faire isoler la toiture, de remplacer les fenêtres, mettre en place une régulation centrale, remplacer certains équipements. Par contre, les travaux vont permettre de vous faire réaliser 15 à 20% d'économies, mais on va être sur des ROI qui peuvent aller à plus de 15 ans. Contrairement à donc, ce qu'on vous a présenté en introduction, ou avec des solutions autour de l'IoT, vous êtes sur des ROI à 1 à 2 ans. Donc, c'est seulement une fois que vous aurez identifié où, quand et comment l'énergie est consommée dans le bâtiment que vous pourrez définir vraiment quels sont les objectifs à atteindre, les indicateurs clés de performance
et identifier et prioriser toutes les mesures d'économie d'énergie et d'optimisation du confort que vous pourrez mettre en place. Donc, ce qui m'amène à vous parler des données. Donc, quelles sont les données à collecter et à traiter dans le bâtiment pour comprendre sa performance énergétique et son usage? Il n'y a pas de réponse toute faite. Les sources de consommation et les usages sont vraiment spécifiques à chaque bâtiment. Et je peux vous donner des grandes tendances, par contre. Si on regarde la répartition des consommations moyennes dans le tertiaire, les 3 postes de consommation principaux sont donc le chauffage et la ventilation, qui vont représenter à eux seuls 47% des consommations en moyenne. Il y a l'eau chaude sanitaire qui en représente 12%. Et le 3e poste le plus consommant, c'est l'éclairage qui va représenter une moyenne de 9% des consommations. Donc, c'est donc ces données de consommation d'électricité, consommation d'eau, consommation de gaz, d'énergie thermique que vous allez devoir monitorer en priorité dans le bâtiment. Un bâtiment, quel qu'il soit, c'est aussi un lieu de vie et de passage. Optimiser son fonctionnement, réduire les consommations, c'est essentiel, mais ça ne doit absolument pas se faire au détriment du confort de ceux qui y vivent, qui y travaillent ou encore qui y circulent. Donc, je vais donc vous lister ici les données principales à collecter et à prendre en compte pour assurer le confort des occupants. Tout d'abord, le premier indicateur de confort, c'est la température intérieure. Il y a aussi l'humidité et ces 2 indicateurs vont vous permettre d'améliorer le bien-être, quel que soit le bâtiment dans lequel on se trouve, que ce soit un bâtiment résidentiel, un hôtel, un restaurant ou encore des bureaux. Le deuxième indicateur de confort, c'est la luminosité. Réguler la luminosité, c'est vraiment un facteur important sur lequel vous pouvez jouer pour améliorer la qualité de vie au travail pour les salariés, par exemple. Le suivi du bon fonctionnement des installations de ventilation, c'est une donnée clé qui va vous permettre d'éviter une dégradation de la qualité de l'air avec tous les impacts sur la santé qu'on peut connaître. Enfin, en collectant le taux d'occupation des salles dans les espaces de bureau, par exemple, vous pourrez réorganiser les espaces et améliorer leur utilisation. Si on peut passer au slide d'après. Donc, les capteurs IoT vont être des alliés majeurs, faciles à déployer dans un bâtiment et qui vont vous permettre de collecter automatiquement et à distance toutes les données dont je viens de vous parler. Chez Adonis, nous avons dans notre catalogue 4 types de capteurs qui vont vous permettre de rendre l'intégralité de vos compteurs et équipements communicants et donc de collecter et d'analyser les données de consommation du bâtiment. Je vous en cite 2-3. Il y a le capteur TIC, par exemple, qui va s'interfacer avec votre compteur électrique. Notre capteur Pulse, qui, lui, est une solution ultra flexible qui va permettre la télérelève des données provenant de tous vos sous-compteurs à sortie impulsionnelle, qu'il s'agisse d'un compteur d'eau, d'un compteur de gaz, d'un compteur d'électricité. Et on a par exemple aussi le capteur Modbus qui va pouvoir remonter les données de mesure, de défaut et d'alerte de 10 esclaves Modbus. Côté, si tu peux passer au slide suivant. Côté relève des données de confort, les capteurs à privilégier donc à notre catalogue seront le Delta P, premièrement, qui va vous permettre de surveiller le fonctionnement d'une VMC ou d'une CTA, donc, ce qui va permettre d'optimiser la qualité de l'air intérieur, mais aussi de garantir l'efficacité énergétique de vos installations. Le capteur Motion, qui va vous permettre de collecter les données liées à l'occupation et à la luminosité. Et on a aussi des transmetteurs, donc Comfort et Comfort CO2, comme ceci, j'en profite pour vous les montrer, qui sont dédiés à la relève des données de température, d'humidité et de CO2, donc pour tout ce qui est données liées à la qualité de l'air et au confort. Bien évidemment, tous ces capteurs ne seront pas nécessairement utiles à votre plan de sobriété. Et avant de vous lancer dans un projet de déploiement IoT, vous devrez lister l'ensemble des données que vous collectez déjà aujourd'hui et celles qui manquent à votre arsenal. Et c'est alors que vous pourrez identifier rapidement quels sont les capteurs qui répondent à votre besoin. Une fois que vous aurez déterminé les mesures et les équipements à surveiller, la réussite de votre projet IoT, elle va dépendre en grande partie de la pertinence des questions que vous vous poserez en amont du déploiement. J'en ai listé quelques-unes ici. Les problématiques que vous devrez nécessairement explorer, c'est par exemple vous demander de combien de capteurs vous aurez besoin pour collecter vos données,
où est-ce que seront installés les objets connectés? Est-ce que ça sera dans un bâtiment, dans plusieurs bâtiments, sur différents territoires? Dans quelles conditions vont évoluer tous ces capteurs? Est-ce que ça sera en intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'ils seront soumis à la chaleur ou au froid? À quelle fréquence la donnée devra être enregistrée puis envoyée pour être analysée? Quel est le protocole de communication le plus adapté et le réseau de communication le plus adapté? La réponse à cette question, elle va dépendre de 3 facteurs: la couverture, le volume de données à traiter et le coût du réseau. Il y a d'autres questions. Est-ce que vos données vont être transmises à distance ou en local, par exemple sur une box WhatsApp? Et comment mes données vont-elles être mises à disposition? Donc ça, c'est vraiment les questions cruciales que vous devez vous poser avant de vous lancer dans un projet de déploiement. Si tu peux passer au slide suivant. Concernant le nombre de capteurs à déployer, c'est généralement la première question qui est soulevée. Je peux vous parler du cas concret de l'instrumentation des locaux ici chez Adenis. Donc, nous avons décidé d'instrumenter notre bâtiment d'un peu plus de 1000 m² avec un double objectif: effectuer du sous-comptage dans nos locaux pour isoler et mesurer nos consommations et améliorer le confort des salariés. Au total, on a installé une trentaine de capteurs dans le bâtiment, donc d'un peu plus de 1000 m². Il y avait des capteurs de CO2, de température, d'humidité, des capteurs de particules fines, des détecteurs, 3 détecteurs d'ouverture et de fermeture de portes et fenêtres, des capteurs de présence. Honnêtement, on a vraiment suréquipé le bâtiment parce que c'est aussi pour nous une vitrine de notre savoir-faire. Pour vous donner un exemple très concret, sur un capteur de CO2, par exemple, vous pouvez tout à fait partir sur l'installation d'un capteur tous les 500 m². Et en plus, avec un seul capteur qui va vous permettre, ce capteur-là de monitoring du CO2, va vous permettre non seulement de surveiller la qualité de l'air, mais en plus d'optimiser l'utilisation des espaces en utilisant le taux de concentration en CO2 comme un indicateur d'utilisation d'un espace. Pour effectuer le sous-comptage d'énergie, chez Adenis, nous avons installé 5 sous-compteurs qu'on a reliés à un capteur Modbus, un capteur analogue pour chaque zone d'éclairage et un capteur sur notre borne de recharge de véhicules électriques et un capteur sur notre compteur General Electric. Concrètement, cette instrumentation, elle nous a permis de détecter immédiatement que nous avions un de nos blocs clim qui consommait 40 fois plus que les autres. Et nous avons immédiatement procédé à son changement, alors que ça faisait plusieurs années qu'il était installé dans le bâtiment. On s'était rendu compte de rien. Et si vous vous demandez si mes collègues et moi-même, nous mettons notre santé en danger tous les jours en allant travailler à cause des ondes qui sont émises par les capteurs, clairement la réponse est non. De manière générale, les ondes électromagnétiques, elles peuvent affecter la santé, clairement, en fonction de leur fréquence, de leur intensité, de la durée d'exposition et de la proximité avec le corps. Dans une configuration standard LoRa, les capteurs IoT, ils émettent à une fréquence de 868 MHz en Europe sur une durée d'approximativement 3 secondes et toutes les 10 minutes, ce qui représente environ 7 minutes d'émission par jour et à une fréquence inférieure à 25 mW. Si on compare ces données-là avec un téléphone 4G, qui lui émet à une fréquence de 2,6 gigas et une puissance de transmission de 2000 mW, contre 25 pour un capteur, le taux d'émission d'ondes électromagnétiques, il n'est donc par nature pas du tout préoccupant. Si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Donc, je viens de vous parler du rôle des capteurs IoT pour collecter automatiquement et à distance les données de consommation et de confort. Pour analyser ces données, il est nécessaire de mettre en place l'ensemble des éléments constitutifs de la chaîne de valeur de la donnée IoT, à savoir des capteurs, mais aussi des solutions de connectivité, collectant et centralisant les données, et qui communiquent à distance avec différents équipements et systèmes de gestion du bâtiment, et une application qui va permettre d'analyser et d'émettre des recommandations. Voilà, j'ai fini avec ma partie. Je laisse la parole à Antoine qui va lui vous parler de l'installation de concentrateurs justement pour remonter toutes les données. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous encore une fois. Effectivement, on va parler du coup de la concentration des données. Très rapidement, quelques mots concernant la société WhatsApp. Donc, on est une société qui a été fondée par Louis Vermorel en
2017. On développe à Lyon, fabrique à Saint-Étienne et vend un peu partout dans le monde. Donc nous aussi, on est une société, disons, française, même si Siemens a fait l'acquisition de WhatSense, donc est notre actionnaire à 100%. Depuis 2021, on a la chance de faire partir de la grande maison Siemens, mais malgré tout, on se veut être une société, une start-up française et qui continue de fabriquer en France. Donc, on est 32 personnes. Sur les 32 personnes, pour faire très simple, il y a 7-8 personnes, administration des ventes, marketing et gestion. Tout le reste, ce sont des développeurs. Donc, encore une fois, avec le développement et la supply chain directement chez nous. Si on peut passer au slide suivant. Merci. L'idée de base de WhatSense est de rendre la connectivité et la sobriété abordables et faciles. Concrètement, il y a tout un tas de solutions qui existent aujourd'hui pour faire de la supervision et du contrôle, parce que ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas piloter quelque chose qu'on ne monitore pas. Donc, la première des bases, c'était du coup l'acquisition de ces données pour pouvoir avoir un pilotage du coup sobre en énergie qui répondent quand même à des niveaux de confort au niveau des occupants. Donc, partant de ce constat, on a développé une solution basée sur un hardware que je décrirai un petit peu plus tard, mais qui permet du coup de rendre, je dirais, très simplement les services que pourrait rendre une GTB classique, mais de manière très simple, abordable, avec je dirais, une facilité de mise en place beaucoup plus simple que ce qu'on peut connaître sur les GTB classiques, un écosystème ouvert qui permet donc du coup de communiquer avec des solutions cloud comme celle de Citron et qui sont du coup multiprotocoles, donc qui permettent de s'adapter, je dirais, à l'installation que vous avez déjà en place sans faire trop de frais. Si on peut passer au slide suivant. Merci. Voilà, donc la solution WhatSense, c'est une solution, comme je le disais, multiprotocole. Finalement, c'est le couteau suisse de l'acquisition de la donnée. On va être capable de récupérer les informations donc, typiquement en LoRaWAN, donc solution radio avec des capteurs Adonis par exemple, mais aussi en bus de communication filaire plus traditionnel, dirais-je, comme le KNX pour des Synco, du MBus pour des compteurs, du BACnet ou du Modbus RTU ou du Modbus TCP sur des installations, je dirais, de GTB standard. Il est aussi possible, du coup, par ces bus filaires, de récupérer des informations sur une GTB existante et de les transmettre via le cloud, du coup, à une solution Citron aussi, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'avoir une solution bidirectionnelle capable de récupérer des infos et d'en transmettre, donc de lire des données et d'envoyer des actions, que ce soit à la GTB standard ou à une plateforme telle que Citron. Donc, concrètement, un des arguments de base, effectivement, c'est la communication radio, donc en LoRaWAN, qui permet de mettre des capteurs sans avoir besoin de tirer de câble et d'avoir des installations coûteuses et qui peuvent, par exemple, dans certains cas de bâtiments historiques, dégrader le bâtiment. Donc, il peut être intéressant d'utiliser la technologie LoRa. Il existe deux types de LoRa, finalement. Un qu'on va appeler le réseau public, qui est opéré par Ogenius, par exemple, ou Orange, qui fonctionne un peu sur un système de relais déjà développé pour les téléphones portables, et le LoRaWAN privé, qui, en l'occurrence, peut être fourni par le serveur de la box. Alors, les deux sont basés sur la même technologie. On va sélectionner, je dirais, un système LoRa public lorsqu'on n'a que quelques capteurs, quelques données à faire remonter dans des endroits un peu éparses, qu'on n'a pas besoin de communiquer avec la GTB existante. Voilà. En gros, le seuil de rentabilité, il est à une ou quelques dizaines d'équipements
en LoRa public. Il va être tout de suite très intéressant de passer sur une solution WattSense et donc un LoRaWAN privé lorsqu'on va avoir donc de nombreux équipements, plusieurs protocoles, parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez différents protocoles filaires, vous allez avoir besoin d'une passerelle et dans ce cas-là, encore une fois, le réseau, le LoRa public perd de son intérêt. Donc, on va être très pertinent avec une solution WattSense dès qu'on veut faire, dès qu'on a de nombreux équipements, qu'on est multi-protocole et qu'on souhaite avoir une interaction, je dirais, bidirectionnelle. Voilà. Si on peut passer au suivant, merci. Du coup, en termes d'installation, c'est très simple. Montage sur Raidin, alimentation 24 volts DC, et on récupère les informations des bus de terrain en les câblant avec les règles de l'art directement sur la box. En termes de couverture réseau, on a fait des tests dernièrement sur un réseau urbain en haut d'une antenne avec une box WattSense. On arrive à couvrir entre 7 et 800 mètres de rayon. Donc, on est sur une couverture qui est déjà très importante et qui permet de monitorer plusieurs bâtiments et de remonter déjà tout un tas de données. Donc ça, c'est en milieu urbain, sur une perche, etc. Si on prend pour exemple une tour assez connue à Marseille, qui est celle d'un armateur, avec un peu de béton et d'acier, dirais-je, on a une box à un étage et on vient monitorer 2 étages au-dessus, 2 étages en dessous, donc 5 étages en tout. Là, en l'occurrence, on est dans une tour qui est quand même qui est très bardée d'acier, donc qui a tendance à faire un petit peu cage de Faraday. Mais malgré tout, ça se passe, on arrive quand même à gérer 5 étages. Voilà, très rapidement pour l'installation. Donc, le petit retour sur le décret BACS, donc on entend souvent parler de BACS, c'est Building Automation Control System, donc en bon français, système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Donc concrètement, c'est exactement ce qu'on fait à nous trois. On remonte les informations, on permet la supervision et le pilotage des bâtiments. Aujourd'hui, un BACS, donc un système de gestion de ce bâtiment-là, est obligatoire pour les bâtiments avec une consommation supérieure à 290 kW. Le seuil tend à baisser jusqu'à 70 kW. Donc, concrètement, ça va être aux alentours de 1000 m² pour rejoindre, en gros, le décret tertiaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Tout le monde a besoin de ces systèmes de monitoring et de pilotage, puisqu'il y aura une imposition légale à partir de janvier 2025. Donc, c'est après-demain. Il reste 2 saisons de chauffe pour s'équiper. Et avec des objectifs ambitieux au-delà même de la législation qui sont plutôt des engagements, je dirais, sociétaux, qui visent à baisser nos consommations de 40% en 2030 et 60% en 2050. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut agir et c'est aujourd'hui qu'il faut s'équiper. Je vais tenter je ne peux pas démarrer le partage de l'écran pendant qu'un autre participant partage. Est-ce que tu peux me donner la main, s'il te plaît? Merci. Hop. Je vais vous présenter très brièvement comment on utilise la solution WattSense et pourquoi elle est simple à mettre en œuvre et pourquoi elle est intéressante du coup dans ces moments où on a besoin d'aller vite. Hop, pardon. Hop, donc ça. Hop. Donc, on se retrouve ici sur la console WattSense qui permet le paramétrage et la supervision de vos données. Je vais aller très, très vite parce que je vois que le temps avance. Donc là, vous voyez les dashboards. Il est possible de créer quelques dashboards. Vous avez la possibilité d'avoir effectivement des graphiques aussi, visualiser les données live, créer des alarmes. Et toutes ces choses-là sont disponibles de manière bien plus poussée sur la plateforme Citron. Toutefois, le gros plus, au-delà des capacités multiprotocoles de la solution WattSense, c'est la facilité avec laquelle on va ajouter des équipements et récupérer les données de ces équipements. Pour ça,
trois possibilités. L'ajout de masse, typiquement, vous avez, je ne sais pas, un bâtiment qui fait 5000 m², vous avez 50 sondes Adonis Confort CO2 que vous voulez ajouter. Vous remplissez un fichier CSV, vous l'uploadez et vous avez directement vos capteurs qui sont intégrés à la solution et qui permettront donc de fournir les données à la plateforme Citron. Vous avez aussi la possibilité de faire des scans BACnet sur des GTB existantes, donc pour aspirer la donnée et la remonter à la plateforme Citron aussi. La même chose en Mbus avec un scan pour remonter les compteurs, ou alors vous avez la possibilité de chercher parmi notre bibliothèque d'équipements, aujourd'hui de plus de 700 équipements déjà décodés. Vous tapez simplement le nom de l'équipement que vous souhaitez. Donc, à Denis, on en a décodé quelques-uns, tous en fait, je pense. Vous sélectionnez le protocole, vous remplissez simplement ces trois informations-là, le DevEUI, l'APEUI et l'APTI, et vous l'ajoutez à votre box. Je ne vais pas le faire ici pour gagner du temps, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois qu'on l'a ajouté, vous avez ensuite la liste directement de toutes les propriétés disponibles depuis ce capteur. Typiquement, donc ici, on est sur un Adonis Confort CO2, vous avez le niveau de batterie, l'humidité, la température, et juste par un jeu de cocher-décocher, vous venez sélectionner les données qui vous sont utiles et qui seront pertinentes à votre pilotage. Encore une fois, l'idée n'est pas de ne pas faire une overdose de données. Donc, voilà comment ça se passe pour un équipement en LoRaWAN. Si je veux ajouter, par exemple, une VMC, au hasard, une Francaire, par exemple, ça va se passer exactement de la même manière. Je sélectionne le bus de communication, donc ou IP ou serial. J'entre juste l'adressage, je valide, je sauvegarde. Et les données sont déjà disponibles en valeur avec leur unité. Donc, c'est très, très simple à mettre en œuvre. Et c'est le cas pour plus de 700 équipements. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on est sur une urgence en termes de déploiement. Et Wattsense, c'est vraiment très facile à déployer et vous aide du coup à gagner du temps, sur votre mise en œuvre. Voilà pour ce qui est de ma partie. J'ai essayé de respecter au maximum le temps. Je passe la parole du coup à Maxime. Un exercice qui n'est pas facile. Donc rapidement, en pré-synthèse de ce que vient de présenter Adonis et Wattsense, et face à l'urgence des déploiements et face à l'urgence du plan de sobriété énergétique, l'idée c'est de démontrer la connaissance marché des objets connectés. Donc c'est des objets faciles à déployer, connus de tous. Évidemment, il est plus facile d'appréhender pour tout le monde ce qu'est une sonde de température versus ce que c'est un compteur de mètres cubes d'eau chaude. On n'a pas les mêmes compétences techniques, on sait tous ce que c'est qu'une température. Et c'est le sujet d'aujourd'hui de travailler sur cet indicateur-là, précisément, parce qu'on pourrait évidemment parler des heures et des heures d'indicateurs de performance. On va parler vraiment de zone de confort. Donc, on a montré la facilité de déploiement, on a montré la facilité de remonter l'information, les retours d'expérience et les seuils à partir duquel il est intéressant de déployer un concentrateur comme Wattsense pour pouvoir limiter les coûts d'infrastructure et avoir une robustesse de votre infrastructure sur le terrain, ce qui est important quand vous allez déployer massivement sur un parc régional ou national. Vous avez besoin de vous assurer que vous avez une stabilité dans votre structure, dans votre infrastructure de communication. Et là, les mots-clés qui ont été employés par Adonis et Wattsense, c'est qu'on vient capter des grandeurs physiques, on vient capter des valeurs. Ces valeurs-là, dans le temps, elles veulent dire quelque chose, évidemment, mais ce qu'il faut, c'est créer des indicateurs et c'est l'objet de la présentation qui va suivre. Donc, à travers le plan de sobriété énergétique, ce que nous avons réalisé avec l'intégralité de nos clients dans ce cadre-là, donc indépendamment du décret tertiaire, on va dire en supplément du décret tertiaire, c'est de rédiger ce qu'est le plan de sobriété énergétique pour son entreprise, pour sa collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, du coup, l'impulsion des personnes qui travaillent sur ce plan de sobriété énergétique est retranscrite à travers une charte, finalement, de sobriété énergétique. Et systématiquement, dans 100% des cas de figure que nous avons eu l'occasion de vivre, nous avons défini
des niveaux de température attendus par activité métier. Donc, c'est des niveaux de température qui sont normalement prévus dans les contrats d'exploitation. Et dans le cas du plan de sobriété énergétique, qui ne sont pas prévus pour le coup dans ces contrats d'exploitation, on est capable d'aller plus loin, parce que la sobriété énergétique, ce n'est pas de l'efficacité énergétique, hein, c'est clairement de réduire un niveau de confort attendu au profit d'une baisse des consommations importantes. Et donc là, du coup, on va définir des niveaux de température un peu plus bas, entre 19 et 20 degrés par exemple. Et ce qu'on va proposer à travers nos différentes compétences technologiques et tableaux de bord, c'est de maintenir cet indicateur dans le temps. Donc, chez Citron, on va travailler sur le temps passé dans une zone de confort prévue dans le cas du plan de sobriété énergétique. Donc, c'est une approche un peu différente, puisqu'on ne va pas parler de température moyenne, mais de temps passé. Et donc, on vient assurer un maintien dans des niveaux opérationnels et une constance dans le temps de l'intégralité des indicateurs. Donc, on vient éviter des dérives supplémentaires au fur et à mesure, finalement, de la vie du bâtiment, de son occupation, mais aussi des dérives de fonctionnement d'une éventuelle GTB. Ce qui est important aussi, c'est la mise en place, et ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la mise en place d'une équipe projet qui va faire le lien entre la data, les bureaux d'études, les exploitants et les équipes sur le terrain pour pouvoir piloter les bâtiments et faire les réglages nécessaires dans le cadre du plan de sobriété. Donc, globalement, la traduction de tout ça, donc on a collecté la donnée, on a déployé des objets à Denis, on les a concentrés sur une box au Wattsense, on est allé taper dans le cloud pour récupérer l'information, on a les données brutes. Et là, ce que je vous propose d'observer, c'est un tableau de bord qui n'affiche aucune donnée brute. L'objectif, c'est de travailler sur cet indicateur de temps passé dans les zones de confort. La majorité de nos clients ont souhaité avoir une zone de confort dans des activités résidentielles ou de bureaux entre 19 et 20 degrés ou entre 20 et 21 degrés. Donc, on va travailler sur cet indicateur que vous voyez en haut à droite, 16,12% du temps passé dans la zone de confort pendant les X dernières semaines ou sur la période de notre choix. Le but du jeu, c'est de travailler sur l'indicateur de confort le jour et un indicateur de confort la nuit pour travailler sur le réduit de nuit et le pilotage d'un site lorsque le bâtiment est inoccupé. Donc là, c'est dépendant de l'activité que vous avez, évidemment. C'est pour ça que le plan de sobriété énergétique doit épouser les activités métiers qui sont dans chacun de vos bâtiments. On ne travaille pas de la même manière quand on est sur un bâtiment tertiaire que quand on est sur un bâtiment résidentiel. Et donc, on peut faire l'analogie dans des musées, dans des crèches, dans des maternelles. Ce n'est pas le même travail et on ne suit pas les mêmes seuils. Mais en tout cas, on fait systématiquement la différence entre le jour et la nuit, puisqu'effectivement, il y a une différence à faire. Donc, on vient définir ces deux indicateurs. Et là, on voit tout de suite que quand on définit deux indicateurs avec la même donnée brute sur tout un parc, donc là, qui est composé de 34 sites sur lesquels plus de 1600 sondes sont déployées, on a 16,12% dans la zone de confort le jour, 2,32% la nuit. Pas de différenciation ici, semaine et week-end. Ça pourrait être le cas. Le but du jeu, quand on a un patrimoine qui est connecté et que le patrimoine est conséquent, c'est de pouvoir, avec cette quantité de données importante, c'est avec le moins de personnes possible, pouvoir travailler sur des indicateurs pertinents et cibler les sites qui sont problématiques. C'est la raison pour laquelle on propose une visualisation globale par niveau de patrimoine, par groupe de patrimoine, pour avoir le classement des sites, non pas par température moyenne, mais par temps passé dans cette zone de confort. Et donc, vous avez le top et le flop de vos sites qui respectent cette zone de confort. Vous voyez qu'il y a des sites qui sont à quelques pourcentages, d'autres qui sont à près de 40% de temps passé dans la zone de confort. Et à l'inverse, vous avez le flop des sites en inconfort et le flop des sites en surconfort par rapport au seuil du plan de sobriété énergétique. Et donc, ça indiquerait les sites sur lesquels le pilotage du chauffage peut être travaillé dans le but de réduire les consommations énergétiques. Donc, on voit que par rapport à une grandeur physique et à la température, on peut créer un nouvel indicateur intermédiaire qui nous cible directement les sites sur lesquels on estime qu'il y a des économies à aller chercher sur le pilotage lié aux températures qui sont dans le bâtiment, qui sont réellement effectives dans le bâtiment. Donc, quand on a un patrimoine important et qu'on a une quantité d'objets connectés qui remontent de l'information importante, il faut cibler le bâtiment. Et quand on a ciblé le bâtiment qui est problématique, il faut aller analyser ce bâtiment plus en profondeur. C'est pour ça qu'on a des tableaux de bord différents entre le patrimoine et le site ou les étages ou les bâtiments d'un site pour pouvoir afficher l'information différemment. Ici, on voit que pour travailler sur le pilotage de l'énergie liée au chauffage et donc qui impacte le confort des occupants, on vient travailler sur une heatmap qui vient tracer finalement les périodes, les heures dans la journée pendant laquelle on a des températures plus élevées que les autres. Et ça permet à l'exploitant d'aller piloter le bâtiment
par rapport évidemment aux paramètres extérieurs au bâtiment. L'ensoleillement est un paramètre important, mais également par rapport à l'apport calorique des personnes. Lorsque, dans une période comme la nôtre où il y a beaucoup de télétravail, il y a beaucoup de variations, et donc il faut pouvoir ajuster différemment les GTB pour pouvoir piloter les températures ambiantes et donc réduire la consommation liée au chauffage. Et donc par ce biais-là, on a à la fois l'heatmap et on sait quand est-ce qu'il a fait plus chaud chaque jour. Donc là, chez nous, on est capable de savoir, là c'est une moyenne sur 3 mois, donc on a 10 sondes sur 1000 mètres carrés. Donc pareil, on a fait un choix d'équipement de une sonde tous les 100 mètres carrés. Donc il y a eu cette réflexion en amont de comment on allait équiper notre bâtiment. Et derrière, on essaye de savoir comment on va venir piloter le bâtiment par rapport à l'occupation de nos locaux, à l'ensoleillement sur un site qui est vitré sur l'intégralité des orientations. Et donc ça permet à l'exploitant d'analyser les informations et de piloter différemment le bâtiment. Et derrière, on vient suivre le temps passé dans la zone de confort, le jour et la nuit. Et donc là, on est sur le cas typique où on a un pilotage de nuit rendu difficile et on a des discussions entre le property manager, le propriétaire et l'exploitant pour pouvoir déployer des travaux pour venir justement augmenter ce temps passé la nuit, puisque la solution technologique présente sur notre site ne permet pas de piloter correctement l'émission de chaud et de froid la nuit. Donc voilà, donc ça c'est un indicateur de temps passé dans une zone de confort qu'on a voulu travailler pour la période hivernale et qu'on est en train de travailler pour l'intersaison et évidemment les périodes estivales afin de travailler sur un indicateur qui a du sens sur toutes les saisons et pas regarder 19 à 20 degrés l'été. Un des éléments importants à travers ces différents tableaux de bord, donc ce traitement massif d'une donnée importante, c'est vraiment, on insiste beaucoup dessus dans les modes projet, c'est de communiquer. Là, on l'a répété 3 fois sur ce slide, communiquer, communiquer et communiquer avec toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, cette donnée-là, elle va servir aux energy managers au sein de votre entreprise qui vont travailler sur la donnée. Elles vont énormément être utilisées par les exploitants qui ont besoin de cette information pour piloter le bâtiment plus finement et apporter des réglages qui prennent en compte l'usage du bâtiment et donc le confort des occupants pour venir réduire les consommations énergétiques. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Classiquement, on avait pour habitude de dire, OK, on éteint ou on réduit le chauffage ou la ventilation à partir de 23 heures. Eh bien, avec ces paramètres-là, si on se rend compte qu'à 22 heures, il y a 23 degrés, avec l'inertie thermique du bâtiment, on sait qu'on peut avancer d'une heure. Et petit à petit, par le biais d'itération, on vient se rendre compte de l'impact de nos actions et de la limite finalement à laquelle il y a un basculement et à laquelle on provoque de l'inconfort et du coup, il faut revenir en arrière. Mais là, en tout cas, c'est factuel, c'est objectif, à la fois parce qu'on traite la valeur brute d'une façon différente avec des cartes de chaleur comme celle-ci et par le biais de traitement d'indicateurs intermédiaires qui est le temps passé dans la zone de confort qui apporte plus de consistance dans le suivi et le maintien dans des seuils de température souhaités dans le temps. Quand on déploie des objets connectés, il y a un phénomène qui se passe, c'est à quel point la donnée est de qualité. Et donc, il est important de s'assurer que sur l'intégralité de son parc immobilier, donc mettons qu'on ait 40 bâtiments et sur ces 40 sites et sur ces 40 sites qu'on ait 300 bâtiments, ce qui est à peu près le cas ici des tableaux de bord qu'on voit ici, on a besoin de savoir si les données qu'on collecte sont complètes et donc si les objets ont des défaillances. Donc, on vient suivre ce qu'on appelle, on vient réaliser une mission de data management où on supervise la complétude des données sur chacun des objets connectés et on a un classement des top flops dans tout le patrimoine immobilier sur le taux de complétude, sur le nombre d'anomalies, sur la durée des anomalies, afin de pouvoir régler les problèmes des objets connectés et s'assurer que les indicateurs qu'on observe sont de qualité. Donc, c'est important de vous assurer que vous regardez 1500 sondes, mais vous avez 98% de taux de complétude de ces 1500 sondes sur les 6 derniers mois et que donc votre donnée est fiable et que les actions que vous menez dans le cadre du plan de sobriété énergétique sont basées sur des données fiables pour pouvoir travailler. C'est extrêmement important de prendre ça en considération, ce taux de complétude de la donnée dans le temps. Donc, tous ces indicateurs qu'on peut créer, il y en a vraiment une multitude et il est très difficile de parler de plein de tableaux de bord en moins de 5 minutes, mais vous allez avoir plusieurs bénéfices à suivre ces indicateurs. Le premier, évidemment, c'est l'objet de ce webinaire, c'est de travailler sur le plan de sobriété énergétique. Et donc, quand vous écrivez avec le COMEX, avec les directions patrimoniales et directions techniques, que vous souhaitez pendant une période de chauffe avoir 19 et 20 degrés, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur cet indicateur et dire j'ai 19 et 20 degrés plus de 50% du temps. Et ça, c'est extrêmement important puisque vous avez une consistance dans l'analyse de vos données. Aujourd'hui, quand on est sur un patrimoine immobilier où on déploie notre solution, on a parfois des sites qui sont dans le seuil attendu
mais qui sont dans le seuil attendu en moyenne et qui ont 16 degrés parfois, 24 degrés parfois, qui sont effectivement à 20 degrés en moyenne, mais qui sont en réalité qu'à 10% du temps dans la zone de confort. Et donc, il y a un gap, il y a des gains à aller chercher sur l'optimisation du pilotage lié au chauffage. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est que vous allez fortement améliorer la qualité de vie de vos collaborateurs. Les histoires là-dessus, on en a tous. Sur j'ai trop chaud, j'ai trop froid, c'est subjectif. Là, déjà, un, c'est objectif. Et de deux, vous allez pouvoir mieux piloter en fonction de l'usage réel, notamment dans des conditions, on a beaucoup de télétravail au sein de nos différentes structures, que ce soit des entreprises ou des collectivités. On a besoin d'ajuster finalement le pilotage du bâtiment aux besoins réels. Le troisième élément qui nous est beaucoup demandé par retour d'expérience à travers différents appels d'offres, c'est la modification des règles du jeu pour pouvoir piloter le temps passé dans la zone de confort. Donc finalement, dans chaque marché d'exploitation, il y a un petit écriteau qui dit vous devez respecter ou on doit chercher à avoir 22 degrés plus ou moins 1 degré sur son bâtiment. Et donc là, l'idée, c'est de décortiquer cet écrit, d'expliquer qu'il faut respecter ce 22 degrés pendant un pourcentage de temps, de faire la différenciation avec un réduit de nuit et d'avoir ces seuils en hiver, en intersaison et en mi-saison pour qu'on puisse derrière avoir des actions de pilotage, évidemment, pendant la période hivernale sur cet indicateur, travailler ensuite en période estivale sur l'inconfort d'été et de pouvoir ensuite préconiser des actions qui vont aller dans le but d'améliorer justement le confort estival. Toutes ces solutions, donc le couplage des solutions qu'on vient de présenter, sont des solutions dans le cadre du décret tertiaire. On tient à rappeler quand même que le décret tertiaire, en termes de solutions d'économie d'énergie, à part les impacts de 40%, il y a quatre familles de solutions: la sensibilisation, le pilotage, le changement d'équipement et le clos et couvert. Donc aujourd'hui, les solutions IoT et de supervision telles que la nôtre permettent la sensibilisation et le pilotage, donc qui sont les deux premiers piliers et les piliers qui ont un ROI le plus rapide en matière d'atteinte justement des objectifs du décret tertiaire. Donc aujourd'hui, il faut prendre en considération ces nouvelles technologies pour pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire. Pour finir, avant de répondre aux différentes questions, pour finir sur des retours d'expérience moyennés, etc., sur les plans de déploiement, ce qu'on observe, c'est globalement une consultation et attribution d'un marché qui va durer 3 mois, le temps de définir du coup les objectifs du plan de sobriété énergétique, le temps de rédiger le CCTP, de lancer l'appel d'offres et de choisir ses prestataires. Donc les prestataires, souvent, c'est un groupement composé de fabricants, de solutions d'infrastructure, d'intégrateurs terrain, d'intégrateurs logiciels et de logiciels qui vont, alors parfois chacun d'entre eux sont liés, permettre d'apporter une solution clé en main et complète à un client. Donc ça, c'est une période qui dure généralement 1 mois. Vous avez votre déploiement terrain de votre première phase qui va durer généralement 4 mois, où il peut y avoir un délai pour les commandes des objets connectés. Donc c'est un point assez important, non compressible. Et en déploiement, vous allez définir la retraduction de votre stratégie, la création des tableaux de bord personnalisés pour suivre votre stratégie de charte de sobriété. Et vous allez également personnaliser votre plateforme. À partir de 2 mois, on estime que les premiers sites sont déployés sur le terrain. Et donc, on commence la supervision de la donnée à partir du moment où les données commencent à être déployées sur le terrain. Et donc là, on vient mettre en place l'intégralité des tableaux de bord qui ont été définis justement. On met en place le suivi digital du plan de déploiement, la gestion de la qualité de la donnée. Et ensuite, après 2 mois, on passe en mode projet, c'est-à-dire que les équipes de l'entreprise, des collectivités, les exploitants et les bureaux d'études sont formés à l'utilisation de la donnée et peuvent donc travailler au quotidien sur les informations qui sont remontées pour pouvoir piloter le bâtiment et améliorer la sobriété énergétique, le confort des occupants et l'efficacité énergétique. Donc, pour conclure, très synthétiquement, la sobriété au service du confort des occupants, le point numéro 1, c'est de capter les données endogènes, donc les données qui sont captées par le biais d'objets type confort ou CO2 d'Adonis, pour avoir le reflet, la finalité, c'est d'avoir le reflet du pilotage de votre bâtiment. Ensuite, la possibilité de suivre l'énergie consommée par sous-comptage, avec notamment un zoom sur la CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation, pour répondre à la question de M. Poggi, j'espère que je prononce bien. Donc effectivement, qui fait partie de cet usage. On a également le besoin de constater en temps réel, grâce aux objets connectés, le pilotage des actions qu'on va mener. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des tableaux de bord avec une maille très fine, avec des données qui sont concentrées très rapidement, pour pouvoir mettre en place ces actions sur le terrain, constater
l'évolution du temps passé dans la zone de confort, l'évolution des températures moyennes par zone et par site sur son patrimoine immobilier. Et donc là, on voit les niveaux de confort. Ça, c'est ce qu'on permet la solution. L'analyse par les équipes internes ou externes permet d'agir. C'est la fameuse étape de do. On voit la baisse des consommations grâce aux tests réalisés. Ça, c'est le check. Et on va challenger l'augmentation du taux de confort. Ça, c'est la partie acte. Globalement, retour d'expérience juste sur ces 3 premiers leviers. On l'a fait là, sur un certain nombre de sites pendant l'hiver. Ça a été 50% d'augmentation du temps passé dans la zone de confort par rapport à un état initial en moins de 3 mois. Donc, avec un travail continu des équipes, des exploitants qui sont sur le terrain. Et ça a été une diminution de 15 à 20% par site des consommations de chauffage. Donc, c'est aussi factuel que ça, avec des objets connectés, au regard de la facture énergétique, peu coûteux, et donc avec un ROI très rapide. La finalité de tout ça, c'est que ça n'est qu'une étape. C'est-à-dire que le plan de sobriété, c'est un moyen d'être tous, évidemment, un peu plus ouverts sur le sujet, mais on se sert de ces analyses pour bâtir un schéma directeur pour aller dans le sens du décret tertiaire et du décret BAX. Donc, ça n'est qu'une étape, mais c'est une étape qui vous permet de générer des économies. Et ce qu'on explique à l'intégralité de nos clients, c'est que ces économies permettent de franchir des nouveaux paliers et d'investir ces nouvelles économies dans de nouvelles solutions qui vont un peu plus loin, dont les ROI sont un peu plus lointains, mais vous avez franchi une étape, vous allez atteindre 15, 20, 25% d'économies sur vos différents bâtiments. Et c'est là-dessus sur lequel on va travailler en premier lieu, pour respecter justement les premières marches du décret tertiaire notamment. Donc voilà pour l'intégralité des sujets qu'on voulait aborder en un minimum de temps avec 3 acteurs du coup, qui ont beaucoup de choses à dire. On a quelques questions et on a vu quelques mains levées. Alors, je vais peut-être laisser la main à ceux qui ont quelques mains levées. Attendez, je cherche. À la limite, pendant ce temps-là, il y en a une rapide. Quelle est votre vision du développement des solutions de monitoring dans l'industrie en France? En industrie, souvent, on a des personnes à la maintenance qui sont présentes quasiment 24/7 sur les sites. Donc, ils ont souvent une capacité de monitorer je dirais, plus facile, ou en tout cas des capacités d'agir plus faciles que ce qu'on peut avoir dans le tertiaire. Il y a déjà des solutions qui sont pas mal mises en place. Il y a beaucoup d'équipements qui sont déjà communicants. Mais rien n'empêcherait d'utiliser finalement les mêmes outils pour aller plus loin. Donc, j'ai autorisé du coup Catherine à pouvoir discuter, qui avait la main levée. Je sais pas si elle est là. Bon. Pour répondre aux autres questions, donc oui, donc les supports pourront être communiqués par la suite. Il y a une question du coup pour Adonis sur comment sont alimentés les capteurs et comment on peut changer les batteries. La plupart de nos capteurs sont alimentés effectivement par des piles qui peuvent être changées, mais ils sont aussi conçus pour pouvoir fonctionner en techno LoRa plus de 10 ans sans maintenance, afin de garantir, sécuriser le ROI des projets de déploiement. Donc oui, vous pouvez changer les piles, mais normalement, vous n'en aurez pas besoin sur la durée de vie de votre projet IoT. Une autre question de M. Jouve. Les capteurs CO2 marchent-ils avec des filtres ou systèmes qui se dégradent dans le temps et qui doivent être changés ou vérifiés? Nos capteurs utilisent la technologie infrarouge non dispersive. Donc non, il n'y a pas d'entretien particulier, si ce n'est procéder à une calibration qui peut être réalisée de manière automatique par le capteur ou manuelle par l'utilisateur. Mais voilà, c'est la seule chose, c'est une calibration qui doit être faite régulièrement, qui prend quelques minutes, et c'est la seule maintenance à faire il n'y a pas de maintenance à part cette calibration. Ensuite, une question aussi concernant le décret, donc la suite du plan de sobriété. Sur quelle consommation de quelles installations prendre pour calculer la consommation d'un bâtiment pour le décret BAX? Je ne sais pas si Antoine, tu veux répondre à cette question. De mémoire, on est sur la CVC, éclairage. Éclairage intégré d'ailleurs. Ouais. Concrètement, de toute façon, de manière générale, le plus gros consommateur, ça va être tout ce qui va être lié à la CVC, que ce soit le chauffage, la climatisation et la ventilation en général.
Donc voilà, mais sinon, c'est effectivement CVC, eau chaude sanitaire, éclairage. L'État a sorti il y a une semaine, une semaine ou 10 jours, mais qu'importe, c'est très récent. Le guide, on pourra l'annexer et le rajouter dans nos slides. Le guide justement sur le décret Bax qui détaille l'intégralité des seuils et des questions telles que celles-ci qui peuvent être posées. Voilà, qui explique vraiment comment s'inscrit le décret Bax à travers la norme ISO qui elle est internationale sur les 4 classes de GTB et qui permet vraiment de prendre du recul. Hein. Pour rappel, pour la partie décret Bax, c'est la classe C minimum, le suivi énergétique sur une plateforme et l'audit tous les 2 ans du bon fonctionnement de la GTB et qu'il n'y ait pas de dérive sur le pilotage du bâtiment. Une autre question pour Adonis, avez-vous des réseaux d'installateurs, d'intégrateurs autour de vous pour faciliter le déploiement chez les tiers? C'est une très bonne question. Alors, on a un certain nombre de partenaires avec qui on travaille régulièrement, avec lesquels on répond à des appels d'offres sur des projets pour proposer des solutions globales, capteurs, installations, collecteurs, plateformes de data vise. Par exemple. Après, si vous voulez, on peut en discuter. Vous pouvez me recontacter après le webinaire. On peut en discuter s'il y a un besoin spécifique et que vous êtes à la recherche d'installateurs ou d'intégrateurs. On peut en discuter. On peut vous aiguiller. Le retour d'expérience, c'est le bon réflexe à avoir, c'est le dialogue avec l'exploitant qui a énormément de compétences aujourd'hui pour déployer des objets connectés et qui donc peut accompagner la maîtrise d'ouvrage pour le faire. Ça, c'est le premier sujet. Donc, qui a souvent internalisé justement cette fonction-là. Mais effectivement, après, il y a des intégrateurs IoT externes aux exploitants qui sont en capacité d'agir, soit des intégrateurs nationaux. Et ce qu'on observe beaucoup, ce sont des intégrateurs locaux qui vont agir sur des territoires plutôt petits, mais de façon importante, notamment sur les parcs de collectivités ou de bailleurs sociaux. La question était doublée par M. Verneuil. Est-ce que le client final le client final de trouver l'installateur ou est-ce qu'on parle d'un déploiement attendez, je reformule. Est-ce que c'est au client final de trouver l'installateur ou les installateurs si on parle d'un déploiement sur parc assez étendu? Alors là, je peux me permettre de répondre. Il y a plusieurs possibilités. Tout dépend déjà de si vous partez avec vos exploitants. Si la question, c'est vos exploitants, on va dialoguer avec les responsables d'affaires de chaque acteur qui exploite votre parc immobilier. Dans le cas où vous n'en avez pas, ce qui est plutôt rare, ou que vous ne souhaitez pas faire appel à vos exploitants, effectivement, l'idée, c'est d'apporter une offre clé en main pour vous trouver les bons installateurs qui vont correspondre aux conditions que vous nous imposez, soit le travail en milieu occupé ou non, de nuit, de jour. Voilà, tous les acteurs n'ont pas les mêmes compositions d'entreprise et donc on doit écouter vos besoins avant de pouvoir répondre là-dessus. Mais en tout cas, il peut y avoir des réponses clés en main, c'est-à-dire choix de la solution des objets connectés, choix du concentrateur, choix de l'intégrateur, choix de la plateforme. Il y a une question, une main levée de M. Kushner. Je vais me permettre de parler. Juste à couper le micro pour pouvoir parler. Je ne sais pas si M. Kushner est là. C'est bon. On vous écoute. Je vois que votre micro n'est plus coupé. Et on ne vous entend pas. La question s'est affichée, sinon, je pense, dans le chat des questions-réponses. Oui. Parfait. C'est sur les GTB. Ouais. Est-ce que donc, vous entrez dans les classes A, B, C, D des GTB? Comment vous différenciez d'une GTB? Donc, il y a plusieurs questions en une et il n'y a pas qu'une seule réponse. Donc, on va s'inscrire, la somme des trois vient s'inscrire dans une classe C, qui est la classe du coup demandée dans le cadre du décret Bax. Évidemment, après, on peut aller plus loin. Le plus loin, ça dépend de la quantité de variables qui vont permettre de piloter finement le bâtiment. Dans certains cas, la solution Wattsense vient remplacer une GTB et permettre sur les petits sites d'avoir une GTB Lite. Dans d'autres, on vient se servir des solutions comme celle de Wattsense pour faire une passerelle entre les données présentes dans une GTB existante et des objets connectés qui sont ajoutés en plus de la GTB existante. Donc, ça fait une solution hybride. Et le but du jeu, c'est de sortir les données qui sont enregistrées en local
sur un site et on vient utiliser la passerelle WhatsSense pour les envoyer vers une plateforme tierce qui, du coup, peut taper dans un cloud pour récupérer la donnée. Et donc, on a accès à l'intégralité de ces informations à distance, ce qui fait que lorsqu'un client a plusieurs sites qui ont tous une GTB différente, on peut donc centraliser l'intégralité des données des GTB sur une seule et même plateforme et superviser l'intégralité de l'information. Un spectateur anonyme, votre solution permettait le pilotage d'installation. Ça, c'est côté WhatsSense. Oui. Oui, c'est bidirectionnel, il n'y a pas de souci. C'est en ça qu'on peut faire office à certains égards de GTB, encore une fois. Alors, pas, plus vous prenez un grand nombre d'entre nous, je dirais, avec Citron et Adonis, et plus vous avez une solution qui sera efficiente. Au-delà de ça, effectivement, on est en mesure de faire du pilotage sans aucun souci. D'autres questions? On peut prendre encore quelques questions. Il y a le type de matériaux qu'on utilise pour la construction des bâtiments ne joue-t-il pas sur le confort? Alors, c'est évident que si. Donc là, on prend un état des lieux quand on fait l'analyse. Donc, on n'est pas sur la construction d'un nouveau site. La construction est déjà existante. Et donc, on vient superviser les données d'une résultante. Et donc, l'idée ensuite, c'est effectivement d'améliorer les températures. Pour les puristes, les niveaux de confort, normalement, quand on fait des calculs très poussés, prennent en compte la vitesse du vent à l'intérieur du bâtiment, la température sur la paroi, la température au milieu du bâtiment. On en fait des moyennes et pour du coup travailler vraiment sur un niveau de confort optimal entre l'humidité, la vitesse du vent et ces températures. Donc, le but du jeu, c'est de déployer simplement et massivement des objets connectés qui apportent une information suffisante pour mieux piloter le bâtiment par l'exploitant. Donc, on ne travaille pas sur effectivement ce qui est sous-entendu dans le cadre de cette question. On ne peut pas aller jusque-là. En tout cas, personne ne serait prêt à acheter des prestations qui iraient jusque-là, puisqu'à la maille d'un bâtiment, ça coûte très, très cher. Et le but du jeu, c'est d'avoir un retour sur investissement sur les solutions qui sont déployées. J'espère avoir répondu à cette question sur laquelle on peut discuter très longuement. On peut prendre une ou deux questions de plus. Je vois qu'il y a encore pas loin de 70 personnes connectées. Oui, merci, parfait. Concernés par le Building Operation System. Alors, on l'est tous. Enfin, la complémentarité des trois acteurs le sont. Je vais même aller un petit peu plus loin, puisque côté Citron, on supervise le fonctionnement des équipements, donc les états d'équipement de l'intégralité des patrimoines immobiliers. Et ça va du fonctionnement des portes et portails, le fonctionnement des ascenseurs, le suivi de la maintenance des ascenseurs et des interventions curatives, les alarmes d'agression et de vol dans certaines zones à risque. Donc, on a du coup une supervision complète. Et effectivement, la solution Citron, dans ce sens, est considérée comme un boss où on peut venir superviser des données qui vont au-delà de l'énergie, bien que l'intégralité des équipements puisse avoir un impact sur la consommation d'énergie, évidemment. Et le but, c'est de désiloter la collecte de l'information pour pouvoir centraliser une donnée et créer des règles métiers entre les objets qui habituellement ne se parlent pas, mais qu'on est capable de faire parler aujourd'hui. Je peux peut-être prendre une dernière question. On a un petit peu dépassé l'heure qu'on avait prévue. Pas de questions. On vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire sur lequel on a souhaité vraiment mettre en avant la facilité de déploiement des solutions d'objets connectés. Ça, c'est un élément qui me paraît en tout cas très important parce qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer dans la démarche. Bien au contraire, aujourd'hui, les solutions facilitent ce déploiement. Et le but du jeu derrière, c'est de superviser les données brutes et d'en créer des indicateurs qui sont fiables dans le temps pour accompagner sur le plan de sobriété le décret tertiaire et le décret VAX. Et évidemment, le premier objectif, c'est le plan de sobriété énergétique V2 qu'on attend évidemment pour préparer la prochaine saison Scope et de faire en sorte d'aller un peu plus loin aujourd'hui avec les bonnes pratiques et les retours d'expérience dans le cadre de ces déploiements et de l'animation, de l'analyse de ces données, évidemment, qui est extrêmement importante. Voilà, donc on vous souhaite à tous évidemment une bonne sobriété et n'hésitez pas à prendre contact avec certains d'entre nous pour aller un peu plus loin sur les projets que vous êtes en train de mener et sur lesquels on serait évidemment ravis de vous accompagner. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci à tous. Passez une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.